En Tanzanie, on trouve certains des endroits les plus beaux du monde. Quand on pense à la Tanzanie, on pense au cratère du Ngorongoro, on pense à la savane, on pense au Serengeti. Elle a une nature très riche. Pour des milliers de touristes, c'est un véritable paradis, avec ses plaines onduleuses, ses couchers de soleil, les réveils sous la tente, pour observer les lions le matin. Vous avez tout ça en Tanzanie. Abritant la plus haute montagne d'Afrique, le Kilimandjaro, et les plages sablonneuses de la côte de l'océan Indien, la Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, est surtout réputée pour ses vastes étendues de nature sauvage, où vivent les 5 mammifères emblématiques d'Afrique. Cette partie du monde présente des risques indéniables. Il y a beaucoup de problématiques en Tanzanie. Le commerce illégal d'espèces sauvages, le massacre des éléphants, les groupes organisés qui s'adonnent au trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains. C'est un pays pauvre. Il n'y a pas de grandes infrastructures, mais une grande partie de ces terres sont encore intactes. C'est incroyable à voir, cette faune et cette flore qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique. C'est le paradis. Et un homme y a bel et bien vu son coin de paradis. Roger Gower, un pilote de 37 ans. En 2015, il s'installe en Tanzanie après avoir accepté un emploi dans une réserve privée. Il a allié sa passion pour l'aviation et sa passion pour les animaux. Roger manifeste son amour pour les animaux et la nature dès son plus jeune âge. À l'âge de 5 ans, il rentrait à la maison avec des vers ou des araignées en disant « Regardez, c'est génial !» Il était fasciné par les animaux et il voulait comprendre leur mode de fonctionnement. Roger grandit à Birmingham. C'est le plus jeune d'une fratrie de 3 garçons. Il avait 5 ans de moins que moi. J'ai un frère plus âgé, John, qui n'a même pas un an d'écart avec moi. On avait tous les 3 l'esprit de compétition. Roger était un enfant très compétiteur. Il aimait tous les sports, et en particulier le football, le cricket et le golf. Et c'était agaçant parce qu'il excellait dans chacun d'eux. C'était le meilleur des amis. Il aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui. Il était très logique dans tout ce qu'il faisait. Il n'aimait pas l'école. Il n'aimait pas travailler. Mais il reconnaissait qu'il fallait être bon à l'école pour pouvoir faire des choses dans la vie. Après avoir obtenu une licence en théologie mention bien à l'université de Bristol, Roger décide de suivre une formation de comptable. Ses camarades, sa famille, ses amis, tout le monde cherchait une qualification professionnelle. Donc, il s'est dit que c'était la meilleure chose à faire. Mais je ne pense pas qu'il était fait pour ça. Il avait seulement besoin d'être stimulé. Il voulait autre chose. Il voulait vivre des expériences. Il a laissé tomber dès qu'il a obtenu son diplôme. Même si je suis sûr qu'il aurait pu faire une belle carrière dans ce domaine. Il est parti en voyage et je pense que c'est ce qui lui a donné le goût de l'aventure. Je pense qu'il voulait découvrir des endroits du monde que peu de gens ont vus. Il a arpenté les côtes australiennes de long en large. Il est allé au Sri Lanka, en Asie. Il voyageait pour essayer de trouver ce qu'il ferait ensuite. Et puis, j'ai discuté avec lui de la possibilité d'obtenir un brevet de pilote d'hélicoptère. À partir de là, il a commencé à faire des recherches et à se renseigner sur ce qu'il fallait faire pour devenir pilote professionnel. Il a vu que l'endroit le moins cher pour se former était la Floride aux États-Unis. Il est donc parti là-bas pour devenir pilote d'hélicoptère. Je crois qu'avant ça, il avait dû monter 2 fois en hélicoptère pendant un voyage touristique. Mais il n'en avait jamais piloté, donc c'était le grand saut. Il a eu le courage de renoncer à un emploi très bien rémunéré qui lui aurait assuré une sécurité à vie parce qu'il pensait pouvoir s'épanouir davantage en prenant des risques. En 2004, après avoir quitté la comptabilité, Roger se rend à Gainesville, en Floride, pour suivre une formation de pilote d'hélicoptère. Il progressait très rapidement en pilotage
Et je pense qu'il était très fier quand, à la fin de sa formation, les instructeurs lui ont demandé de rester pour enseigner à d'autres le métier de pilote d'hélicoptère. Roger passe plusieurs années en Floride. Puis, en 2008, il ne peut pas refuser l'opportunité qui se présente à lui. Un des élèves que Roger a formé aux États-Unis avait des contacts en Afrique de l'Est. Cette personne n'arrêtait pas de lui dire qu'il fallait aller en Afrique, que les vols, les opportunités et l'expérience là-bas étaient extraordinaires. Et je pense que ça a fait du chemin dans sa tête parce qu'il allait pouvoir continuer à voler, ce qu'il adorait. Mais aussi parce qu'une grande partie de l'Afrique se consacre à la protection de la vie sauvage. Il adorait les animaux et la vie en plein air. Donc, c'est tout naturellement qu'il a franchi le pas. Roger a d'abord emménagé à Zanzibar, où il est resté 1 an ou 2. Puis, il a trouvé du travail au Kenya, où il était pilote pour une entreprise appelée Tropic Air, qui était l'une des plus grandes entreprises d'aviation commerciale d'Afrique subsaharienne et qui offrait une grande variété d'opportunités de vol. Il s'est fait un très bon réseau d'amis là-bas. Il faisait beaucoup de sport et il croquait la vie à pleines dents. En septembre 2015, après environ 5 ans au Kenya, sa relation naissante avec une femme rencontrée lors de vacances au Mexique conduit Roger à accepter un emploi en Tanzanie. Il sortait avec une Brésilienne depuis plus d'1 an et ils avaient beaucoup de mal à faire fonctionner leur relation. Elle vivait au Brésil, lui au Kenya. Il avait 4 ou 5 semaines de vacances par an et il les prenait toutes pour aller la voir. Mais ce n'était pas suffisant pour faire vivre la relation, puis il a eu une opportunité de travail en Tanzanie. Il travaillait pendant 2 mois, il avait 1 mois de repos, donc il pouvait partir au Brésil 1 mois entier. C'est l'une des principales raisons qui l'ont poussé à aller en Tanzanie. Mais le travail était aussi intéressant. Roger commence à travailler dans la réserve privée de Maswa. D'une superficie de 2100 km², elle est située dans le nord de la Tanzanie, le long du parc national du Serengeti. Elle se trouve à plus de 600 km de la capitale de la Tanzanie, Dodoma, et à environ la même distance de la capitale du Kenya, Nairobi. C'était un peu perdu au milieu de nulle part, donc il était plus ou moins coupé du reste de la société. Mais je pense que ça lui convenait. Il faisait des vols touristiques, il montrait la faune et la flore depuis les airs aux gens qui séjournaient dans la réserve. On voit plus d'animaux quand le temps est sec parce qu'ils vont tous au même endroit. Ils se rassemblent vers les lacs et les points d'eau. Mais c'est vraiment magnifique quand tout est vert. Il effectuait des vols incroyables. Il appréciait énormément ce qu'il voyait tous les jours, la vie sauvage. Quand mes proches viendront me rendre visite, je leur proposerai de faire un arrêt ici. Et il s'impliquait aussi dans la préservation de la nature et la protection des animaux sauvages. Il avait déjà participé à des opérations de lutte contre le braconnage quand il était au Kenya. Mais c'est quand il a accepté ce nouveau poste qu'il s'est impliqué encore plus dans cette lutte. C'est devenu de plus en plus évident pour lui qu'il y avait une vraie guerre à mener contre le braconnage, que les braconniers avaient l'avantage et que les éléphants et les rhinocéros étaient de plus en plus menacés d'extinction. Donc, il voulait participer, il voulait aider. Le meilleur moyen de trouver un braconnier, c'est d'observer depuis un hélicoptère. Donc, quand les rangers au sol entendaient un coup de feu ou trouvaient un animal mort, ils appelaient Roger. Et Roger, accompagné d'un pisteur ou d'un autre ranger, essayait de repérer les braconniers. Je pense qu'il était conscient que c'était dangereux. Il pilotait de petits hélicoptères dans lesquels il n'était pas vraiment protégé.
Mais à l'époque, je n'étais pas conscient de la dangerosité de la lutte anti-braconnage et des limites que les braconniers étaient prêts à franchir pour arriver à leur fin. En septembre 2015, le pilote Roger Gower commence à participer à des missions anti-braconnage dans le cadre de son nouveau travail à la réserve de Massoua. Le travail de Roger consistait à effectuer des vols de surveillance à la recherche de preuves et de signes de la présence de braconniers. Et il faisait ça chaque semaine. La surveillance aérienne est extrêmement importante pour mettre fin au trafic d'ivoire. C'est un moyen d'attraper rapidement les braconniers. Ça permet de prévenir la police au sol, de trouver des cadavres et d'observer les déplacements des gens. Donc, bien que rare, le métier de Roger était très important. La Tanzanie était un haut lieu du trafic d'ivoire en raison du nombre d'éléphants qui s'y trouvaient, en raison des groupes de trafiquants qui y travaillaient et aussi parce que c'était un passage facile pour faire sortir l'ivoire d'Afrique. La Tanzanie a perdu 60% de ses éléphants en seulement 5 ans, entre 2009 et 2014. Ça a été un vrai choc, y compris pour les personnes qui luttaient contre le braconnage à l'époque. Le gain financier d'un braconnier pour quelques défenses d'éléphants est nettement supérieur au salaire moyen. Donc les braconniers deviennent de plus en plus cruels. Les braconniers sont armés de AK-47 et ils ne se contentent pas de s'en servir sur les animaux. Plus de 1000 personnes ont été tuées en Afrique entre 2006 et 2016, en tentant de mettre un terme au trafic d'espèces sauvages. La plupart d'entre eux étaient des rangers qui étaient en première ligne dans cette lutte. C'est un trafic international organisé. Il commence au bas de l'échelle, souvent avec de petits agriculteurs qui braconnent. Mais de plus en plus souvent, il s'agit de groupes entraînés qui vont dans la nature pour tuer des éléphants. Il y a ensuite des rabatteurs qui récupèrent l'ivoire et qui l'acheminent dans des lieux plus grands, des villes et des ports. Il y a les trafiquants qui le transportent dans le monde entier. Il y a les chefs de mafia qui investissent l'argent dans d'autres activités, armement, drogue, esclavagisme humain. Puis les acheteurs asiatiques qui font des millions et des millions de livres de bénéfices. On savait que les braconniers étaient dangereux et que les opérations anti-braconnage avaient fait un certain nombre de victimes. À l'époque, je ne pensais pas que c'était aussi dangereux. Roger effectue des missions anti-braconnage en Tanzanie depuis 4 mois, quand le 29 janvier 2016, on sollicite à nouveau ses services. Les pisteurs au sol ont trouvé 2 éléphants morts victimes de braconnage. Et ça les a beaucoup inquiétés. Est-ce qu'il y avait d'autres braconniers dans les environs? Est-ce que d'autres éléphants allaient être tués? Ils ont donc demandé à Roger de survoler la zone pour voir s'il trouvait d'autres preuves de braconnage. Roger est parti avec son ami et colocataire, Nick, qui allait servir d'observateur. Plus tard dans la journée, à plus de 4300 km de là, au Royaume-Uni, Max, le frère de Roger, est au cinéma avec sa femme. On est rentré assez tard, j'ai regardé mon téléphone et j'avais un message de quelqu'un que je ne connaissais pas qui me demandait de le contacter. Et j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai réussi à joindre cet homme qui travaillait avec Roger et il m'a expliqué que Roger s'était fait tirer dessus et qu'il n'avait pas survécu. C'est comme ça que je l'ai appris. J'étais anéanti. C'est tellement brutal et c'est un choc indescriptible, violent. À ce moment-là, dès l'instant où vous apprenez la nouvelle, vous savez que votre vie ne sera plus jamais la même. J'ai appelé mes parents, je leur ai raconté. Ça a été l'appel le plus dur que j'ai eu à passer de toute ma vie.
C'était un samedi matin. J'ai regardé mes mails et j'avais reçu un mail de Max m'annonçant la mort de Roger. Et je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai lu et relu le mail. C'était l'incompréhension totale. Je n'y croyais pas, j'étais pétrifié. Max a passé une grande partie de la nuit au téléphone. Il a appelé plein de gens en Tanzanie et on avait une idée de ce qui s'était passé, mais on n'avait aucun détail parce que ça avait eu lieu dans un endroit très reculé. À cause de l'éloignement, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. On s'accroche au moindre détail. On a très rapidement contacté le Bureau des Affaires étrangères. Ils nous ont beaucoup soutenus et ils ont fait un super travail en nous tenant informés. On a eu la chance de pouvoir parler aux personnes qui ont tenté de le sauver. Le passager de Roger a survécu. On a donc pu avoir toutes les informations nécessaires pour reconstituer la chronologie et toute l'histoire. Ils ont décollé en fin d'après-midi et ils ont commencé à survoler la réserve pour tenter de trouver des indices. Malheureusement, peu de temps après le décollage, Roger a repéré quelque chose en contrebas. Un éléphant gisait sur le sol. Il avait été massacré. Et au moment où ils ont vu ça, ils ont remarqué autre chose d'encore plus inquiétant. Au sommet d'une colline, Roger a vu un panier qui n'avait manifestement rien à faire là. Il s'est approché et il lui a semblé voir des défenses à l'intérieur. Il a supposé que les braconniers ne devaient pas être très loin du panier. Il a donc survolé la colline, et alors qu'il survolait la colline, les braconniers l'ont vu avant qu'il ne les voie et ont tiré un coup de feu. La balle atteint l'hélicoptère de Roger. À eux deux, ils réussissent à faire atterrir l'hélicoptère en urgence et ils sont bien évidemment conscients du danger qui les menace. Il y a des braconniers armés dans les environs. Ils sont à des kilomètres et des kilomètres de tout secours, entourés d'animaux sauvages. Et la nuit approche. Ils veulent absolument sortir de l'hélicoptère parce qu'ils se disent que les braconniers vont savoir où ils se sont écrasés et vont les tuer. Roger était assez gravement blessé, mais je ne pense pas qu'il se soit rendu compte de la gravité de ses blessures, parce qu'en voulant sortir de l'hélicoptère, il n'a pas compris pourquoi sa jambe ne bougeait plus. La balle a en effet transpercé le sol de l'hélicoptère, traversé la jambe, le bras et l'épaule de Roger et frôlé sa tête avant de ressortir par le toit. Nick réussit à détacher sa ceinture, briser la fenêtre et à s'échapper de l'hélicoptère. Voyant que Roger n'y arrive pas, il l'aide à sortir et tous les deux se mettent à courir pour se cacher dans la brousse. Par chance, Roger et Nick ont avec eux des radios portatives pour garder contact avec les unités au sol et le camp de base. À ce moment-là, Nick a réussi à joindre Russell, un des responsables de la réserve. Quand il l'a appelé à 18h07, il n'a pas eu de réponse. Mais quand il a réessayé à 18h15, Russell a décroché et il a tout de suite compris que la situation était très grave. Nick transmet à Russell les coordonnées GPS du lieu de l'accident. Le problème, c'était notamment le fait que le lieu du crash était très éloigné et très difficile d'accès. Il y avait eu des pluies torrentielles, les rivières étaient en crue. Elles étaient très difficiles à traverser. Le meilleur moyen de rejoindre Roger et Nick est de passer par les airs, mais les médecins volants auxquels la réserve fait habituellement appel se trouvent à plus de 4 heures de là, au Kenya. Ils ne pouvaient pas attendre aussi longtemps. Si les blessures de Nick et Roger ne mettaient pas leur vie en danger et personne à ce stade ne savait si c'était le cas ou non,
C'est la situation dans laquelle il se trouvait qui les mettait en danger. Alors que des appels sont lancés pour trouver un médecin local et un pilote qui accepte de voler de nuit, l'infirmier de la réserve, Sam, et son collègue Finn acceptent d'effectuer le périlleux voyage par voie terrestre jusqu'au lieu de l'accident pour leur administrer les premiers soins. Ils ont pu faire une partie du trajet en 4x4. Mais quand le terrain est devenu trop escarpé, ils ont dû abandonner le véhicule et une grande partie de leur équipement et de leurs armes pour pouvoir traverser la brousse. Malheureusement, ils devaient traverser une rivière qui était en crue à cause des pluies torrentielles. Ils n'avaient pas pied, ce qui est terrifiant en soi, parce que l'un d'eux aurait très bien pu se noyer. Grâce à leur courage, Sam et Finn localisent le lieu du crash 1h30 après l'appel de Nick. Ils retrouvent les deux blessés affalés contre un arbre et réalisent rapidement la gravité de la situation. Ils se sont tout de suite inquiétés pour Nick. Il était clairement à l'agonie. Mais Nick, lui, était terriblement inquiet pour Roger. Quelques minutes auparavant, il était lucide et il parlait. Mais ce n'était absolument plus le cas. Il n'était plus vraiment capable de communiquer, à part en leur serrant la main. À ce moment-là, je pense que les trois hommes, Nick, Finn et Sam, ont compris qu'ils allaient devoir sauver la vie de Roger. Ils devaient, si possible, le maintenir en vie jusqu'à ce que le médecin puisse les rejoindre. Dans la savane tanzanienne, alors que la vie de Roger ne tient qu'à un fil et que les auteurs des tirs s'enfuient de l'autre côté de la réserve, le responsable de la réserve, Russell, trouve finalement un médecin local. Mais le conduire jusqu'au blessé n'est pas une mince affaire. Il a appelé tous les pilotes d'hélicoptères qu'il connaissait, et tous ont répondu soit qu'il était trop tard, soit qu'ils avaient bu quelques bières ou simplement que c'était trop dangereux. Si c'était arrivé en journée et qu'il y avait eu un autre pilote d'hélicoptère dans les parages, ils auraient pu y être en 20 minutes. Mais si vous ne pouvez pas y aller en hélicoptère, toute autre option est une mauvaise option. Et c'est encore pire s'il fait nuit. Un pilote finit enfin par accepter d'effectuer le dangereux voyage, mais pas en hélicoptère. Le seul moyen d'y aller, c'était en planeur, et il devait atterrir à un endroit où il n'y avait pas de piste délimitée. L'avion n'a pas pu atterrir à moins de 2 km du lieu du crash. Le personnel du centre de conservation s'est rassemblé autour de la piste d'atterrissage et a reçu l'ordre de l'éclairer avec des lampes. Le pilote a essayé une fois, et il a dit « je ne peux pas ». Mais ils l'ont quand même forcé à faire atterrir l'avion. Il a atterri et il a dit qu'il n'avait jamais rien fait d'aussi effrayant dans sa vie. Russell et le médecin ont fait le reste du chemin en courant. Je pense que le voyage avait atteint le summum de la dangerosité. Il faisait maintenant nuit noire. La rivière était très haute. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et quand ils sont arrivés, Sam et Finn étaient en train de faire un massage cardiaque à Roger. Mais ils n'ont pas pu le sauver. Roger rend son dernier souffle environ 5 minutes avant l'arrivée du médecin. Le médecin a essayé. Il a tenté de le réanimer pendant une quarantaine de minutes. Après ça, il était évident que Roger était mort. Entre le moment où il a reçu la balle et le moment où il est mort, entre 5 et 6 heures se sont écoulées. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le trouver, mais ils sont arrivés trop tard. Nick, qui souffre beaucoup, est transporté par avion à l'hôpital de Nairobi le lendemain matin. Il a 2 côtes cassées et le dos fracturé. Après avoir passé environ 2 semaines à l'hôpital, il sort enfin pour aller se reposer dans sa famille en Afrique du Sud. C'est une leçon d'humilité que de voir des gens risquer leur propre vie pour tenter de sauver Roger. Et je suis incroyablement reconnaissant envers ces personnes qui ont fait de leur mieux pour essayer de le sauver.
Les journalistes Lucy Taylor et Dan Ashby vivent en Tanzanie au moment de la mort de Roger. Ils s'y sont installés en 2015. Ma femme Lucie et moi avons créé un bureau de presse en Tanzanie et on a commencé à enquêter sur ces histoires que personne ne racontait. Le trafic d'ivoire, d'êtres humains, de drogue. Et quand Roger est décédé, on a dû être appelé dans les 24 heures qui ont suivi. Il est rare qu'un Britannique se fasse tuer en Tanzanie en tentant de sauver des éléphants. Et ça a forcément des conséquences immédiates sur le gouvernement tanzanien, sur les communautés locales et sur le commerce de l'ivoire. Le fait que les braconniers tirent sur des personnes en hélicoptère, ça a été un véritable choc pour tout le monde, notamment pour les personnes qui luttent contre le braconnage. Parce que rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. On a tout de suite su qu'on en entendrait parler dans le monde entier. On a pris l'avion, on s'est rendu sur place et on s'est approché du lieu du crash. Il fallait qu'on raconte cette histoire et ce qu'on a découvert nous a horrifiés. La police nous a dit que c'était un gros calibre, un AK-47. C'est l'arme qui a été utilisée pour tirer. On ne sait pas s'ils avaient d'autres armes, mais il est certain qu'ils ont tiré sur l'hélicoptère avec un fusil d'assaut. On a vu l'impact de balles. On a vu le sang dans l'hélicoptère et on a vu où le braconnage avait eu lieu. Il y avait encore les cadavres d'éléphants. Donc la scène de crime a bel et bien révélé une tentative de meurtre et un meurtre, ainsi que des actes de braconnage. Il ne restait plus qu'à savoir qui avait fait ça. La mort de Roger déclenche une réaction immédiate des autorités tanzaniennes pour retrouver les assassins. Des dizaines de policiers affluent sur le lieu du crash. Ça a beaucoup attristé le gouvernement et ils nous ont demandé de veiller nuit et jour jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Le meurtre de ce Britannique est tout de suite devenu un incident international pour le gouvernement tanzanien. Et c'est une triste réalité, mais quand un Blanc se fait tuer en essayant de protéger les éléphants, ça attire sûrement plus l'attention à l'international que quand un Tanzanien noir se fait tuer. Le fait qu'un citoyen britannique soit impliqué, c'était inédit en Tanzanie, tout comme la nature du crime. Il était très inhabituel qu'un hélicoptère soit abattu en plein vol. C'était un choc, donc ils ont mis la pression sur la police pour qu'ils retrouvent les coupables. Et il n'y avait pas que la police locale. Le lendemain, le ministre du Tourisme et des Ressources naturelles de Tanzanie se rend sur les lieux. Je lance un appel à tous les Tanzaniens qui possèdent des informations sur les déplacements de ces criminels. Je vous demande d'en faire part à la police, d'en faire part à nos agents de protection de la faune ou à moi-même. Il est très rare de voir un ministre tanzanien se rendre sur les lieux d'un tel crime. Ça prouve que cette affaire préoccupait beaucoup les autorités qui avaient aussi un problème d'envergure mondiale entre les mains. Le président a aussi affirmé que cette affaire allait relancer la lutte contre le braconnage. La Tanzanie prend conscience qu'elle doit bien plus se mobiliser pour mettre fin à ce trafic. L'inspecteur général, le directeur des enquêtes criminelles et le commandant de la police régionale nous ont donné des ordres. La volonté de retrouver les assassins de Roger pourrait bien être également motivée par des enjeux économiques. Le tourisme est une part importante de l'économie tanzanienne. Il représente environ 20% de l'économie du pays. Donc, si les gens ont l'impression qu'il est risqué d'aller voir les éléphants, c'est dévastateur pour le secteur. Et les représentants du gouvernement en sont bien conscients. Donc, l'enquête a été très médiatisée. Une opération de grande envergure a été mise en place pour tenter de retrouver ces braconniers. Mais les enquêtes sur le braconnage sont souvent semées d'embûches. Il est souvent très difficile pour la police d'obtenir des informations de la part des habitants et des communautés locales. Parce que c'est très risqué de donner à la police des informations sur ces grandes organisations criminelles. Souvent, les communautés préfèrent fermer les yeux par crainte des représailles. Et la police a beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit. Quand on enquêtait sur le trafic d'ivoire, il y avait des gardes armés devant le tribunal et les gens étaient terrifiés à l'idée de parler. Même les magistrats nous interdisaient de filmer. Les gens sont au courant des répercussions et ont peur du pouvoir de certains braconniers. À plus de 11 000 km de là, au Royaume-Uni, la famille de Roger, endeuillée, doit faire face à l'intérêt soudain des médias pour sa mort.
Les médias ont accordé beaucoup d'attention à cette affaire. Elle a fait les gros titres et la une de tous les grands journaux. On a été énormément sollicités. On voulait nous interviewer. Qu'on accepte les interviews ou pas, on nous contactait et il fallait faire face. Mes parents ne voulaient pas parler à la presse et ils voulaient pouvoir faire leur deuil en paix. Je ne pense pas qu'ils étaient prêts à parler à qui que ce soit. Donc, je suis devenu l'intermédiaire de toute cette communication entre le Bureau des Affaires étrangères, la presse, les gens sur le terrain en Afrique, mes parents et mon frère. J'étais en contact permanent avec le patron de Roger. Il me tenait constamment au courant et m'informait de l'état d'avancement des recherches pour retrouver les tueurs. Et les recherches n'ont pas duré longtemps. Le dimanche 31 janvier 2016, les rapports font état de 3 arrestations. Il n'a fallu que quelques jours à la police pour procéder à des arrestations, ce qui est très rapide pour une opération de police tanzanienne. La semaine suivante, une unité de la police régionale et une unité gouvernementale arrêtent chacune d'autres suspects. Ils nous ont dit qu'ils analysaient des preuves ADN, des preuves balistiques et surtout qu'ils avaient attrapé l'un des braconniers en possession de milliers de dollars d'ivoire. Il semblerait donc qu'ils aient tout de suite réagi à l'incident. Durant l'enquête, la police aurait saisi 2 fusils de chasse, des munitions et 2 défenses d'éléphants. On se demande si quelqu'un va se pencher sur l'affaire, si quelqu'un va vraiment prendre ça au sérieux. Et finalement, en très peu de temps, ils ont retrouvé toutes les personnes impliquées. Le 11 février 2016, seulement 13 jours après le drame, 9 suspects sont convoqués au tribunal pour le meurtre de Roger. On était les seuls journalistes. Il y avait 15 agents armés devant la porte. Les magistrats avaient très peur d'être filmés. Ils étaient convaincus d'avoir trouvé le gang. Et c'était un gang dangereux, donc ils étaient sûrs d'avoir attrapé les bonnes personnes. Au tribunal, on les a vus debout, face à nous, être accusés du meurtre. C'était une situation assez choquante. Tous les accusés ont été décrits comme des acteurs du trafic d'ivoire qui étaient recherchés par la police. Ce n'étaient pas des personnes lambda qui étaient là par hasard, mais des professionnels qui savaient ce qu'ils faisaient. Cinq des suspects qui comparaissent devant le tribunal pour le meurtre de Roger Gower sont accusés de sabotage économique et de détention illégale d'armes à feu. Mais on ne sait pas s'ils ont été condamnés. Les 4 autres suspects sont accusés du meurtre de Roger Gower. Le plus notoire d'entre eux s'appelle Njile Gunga, 28 ans, un paysan de Sungu, un village proche de la réserve de Maswa, où Roger a été tué. L'homme qui est accusé d'avoir tué Roger, Njile Gunga, nous a été présenté comme un trafiquant d'ivoire. Donc, si c'était le cas, il aurait dû être connu des services de police et également de sa communauté. D'après ce que j'ai compris, Njile Gunga a été retrouvé avec des défenses au moment de son arrestation, ce qui est en fait assez rare. Le plus dur pour la police, quand elle tente d'arrêter des braconniers, c'est de réussir à les prendre sur le fait ou les attraper avec de l'ivoire sur eux. Par conséquent, quand ils l'ont trouvé avec des défenses, ça a été une vraie victoire. Le procureur a déclaré que Njile Gunga et sa bande avaient été arrêtés avec 15 000 dollars d'ivoire. Donc c'était une opération très sérieuse. Et en plus de cela, il a été arrêté relativement près du lieu de l'accident. Et ils ont aussi recueilli des preuves balistiques et de l'ADN. Njile et les 3 autres suspects accusés du meurtre de Roger doivent être jugés à la haute cour. Par ailleurs, lors de leur comparution le 11 février, ils sont reconnus coupables de détention illégale d'armes à feu et de munitions et sont immédiatement condamnés pour cette infraction. Ils ont été condamnés à des peines assez longues, plus de 15 ans chacun, ce qui est une peine très lourde pour ce type d'infraction en Tanzanie. Et tout s'est passé très rapidement. Ils ont voulu montrer à tous les braconniers que la Tanzanie ne plaisante pas avec ce genre de crime et qu'elle ne veut pas que ça se reproduise. L'un des avantages de ces pays-là, c'est qu'ils ne sont pas gênés par la bureaucratie.
Quand ils veulent agir, ils ont les moyens de le faire et de réunir les ressources nécessaires. Malheureusement, on ne sait toujours pas si les 4 suspects seront un jour jugés pour meurtre. À ma connaissance, personne n'a encore été condamné pour le meurtre de Roger Gower. C'est assez courant en Tanzanie. Leur système judiciaire est plus chaotique que le nôtre. Je ne pense pas qu'ils seront jugés pour ça. Mais si c'est le cas, je ne sais pas quand ils le seront. Une grande partie de moi s'en moque. Ça n'a pas d'importance finalement. Ça ne changera rien. Rien de tout ça ne ramènera Roger. Ma mère est très en colère. Je ne pense pas qu'elle cessera de l'être un jour et je la comprends. Personnellement, je n'ai jamais vraiment été en colère et je n'ai jamais vraiment eu de désir de vengeance. Je suis convaincu que le fait de comprendre l'économie derrière le braconnage et les raisons pour lesquelles ces gens peuvent s'engager dans cette voie m'a beaucoup aidé. Environ un mois après la mort de Roger, on est allé en Tanzanie. Et ce n'est qu'en y allant et en apprenant plus sur le braconnage qu'on a commencé à comprendre pourquoi ce genre de choses se produisait. Quand vous êtes agriculteur, que vous avez une petite culture de maïs tout juste suffisante pour faire vivre votre famille pendant un an, et que du jour au lendemain, un éléphant piétine toutes vos cultures et gâche toutes vos chances de gagner de l'argent pendant un an, si on vous propose 300 $ pour abattre un éléphant, vous faites d'une pierre deux coups. Il est très facile de juger les gens pour leurs actions, mais je pense que tant que vous n'êtes pas à leur place et que vous n'avez pas vécu leur vie, il vaut mieux ne pas les juger. Quelques jours après la mort de Roger, Max crée une cagnotte en ligne. On a vu une occasion de se servir de cette visibilité pour faire quelque chose de bien. Et on a réussi à collecter une belle somme d'argent en très peu de temps. Un mois plus tard, la famille de Roger décide d'aller encore plus loin et de créer une association pour tenter de résoudre certains des problèmes que Max a observés lors de son voyage en Tanzanie. L'association qu'on a créée s'appelle Born to Fly. Et elle a pour but de promouvoir la préservation par l'éducation. Il ne s'agit pas de faire la leçon à des écoliers tanzaniens ou kenyans sur pourquoi il ne faut pas braconner. Ça ne marcherait pas vraiment. On se concentre plutôt sur l'éducation comme moyen d'entrer au cœur d'une communauté. Puis sur le fait d'avoir une conversation plus sensée avec eux sur la façon de gérer le braconnage et la protection de l'environnement. Il y a une école à Kipsing au Kenya où on a tout construit. On a construit des dortoirs, des laboratoires scientifiques, on a construit des toilettes. Les Tanzaniens peuvent avoir du mal à comprendre la valeur de leur patrimoine, parce que c'est la normalité pour eux. Donc, je pense que tout effort visant à éduquer les gens sur l'importance de ce qu'ils ont et à leur donner des outils pour les aider est très important. Il faut éliminer le besoin de braconner, pas seulement l'occasion de braconner. Je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable avec Born to Fly. Et ils sont en train de construire un héritage durable pour Roger. Il adorait les enfants. Et je pense qu'il serait très heureux de savoir qu'on a créé une association caritative pour les enfants qui vise à leur rendre la vie meilleure. La Tanzanie a inversé la tendance en matière de braconnage. Elle a durci les peines, elle a renforcé les contrôles, elle a même modifié la loi pour en faire un délit plus grave et reconnaître que c'est non seulement un crime contre la faune, mais aussi du sabotage économique. Durant les 5 ans qui ont précédé juin 2021, la Tanzanie semble avoir mis un frein au trafic d'ivoire, en arrêtant plus de 2300 braconniers et trafiquants. Ils font de leur mieux et le nombre de cadavres a diminué. Mais le problème, c'est que les gangs se déplacent. Le trafic s'est déplacé vers d'autres régions d'Afrique. Les éléphants d'Afrique sont en danger. Leur population diminue très rapidement.
Et il y a un vrai risque d'extinction, peut-être même de notre vivant. Le combat est long, mais à chaque fois qu'une affaire est médiatisée, notamment à l'échelle mondiale, ça a un impact sur la lutte contre le braconnage. La mort de Roger a permis une médiatisation qui a eu le mérite de refaire parler du braconnage. Roger menait probablement l'une des actions les plus courageuses et les plus osées, car il allait là où les braconniers tuaient, et il essayait de les prendre sur le fait, ce qui est très difficile à réaliser. Sa mort est honorable. Ce qu'il faisait avait un but précis. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a choisi sa façon de mourir, mais je pense qu'elle correspondait à sa vision de la vie. Il est mort à l'âge de 37 ans. Mais peu de personnes ont fait autant que lui en 37 ans. Il a eu une vie bien remplie. Il était au Royaume-Uni au mois de novembre, avant sa mort. J'ai discuté avec lui juste avant qu'il retourne en Tanzanie. Il était de très bonne humeur et très optimiste à propos de sa vie, de sa petite amie et de l'Afrique. Quand j'ai dit au revoir à Roger la dernière fois qu'il est venu, je l'ai serré dans mes bras comme si je ne le reverrais jamais. Et ça m'a beaucoup réconforté au fil des ans, parce que, bizarrement, j'ai l'impression de lui avoir dit au revoir. On s'est tout dit, et je pense que ça m'a beaucoup aidé.